Après 12 ans où ils m'ont ignoré, mes parents et ma sœur arrivent à ma porte. Je les fais entrer pour les surprendre. Tu nous as invités juste pour nous humilier? Demande papa. Je sirote mon verre d'eau et souris. Me voilà donc assise dans mon salon, regardant la vieille Renault Clio déglinguée de mon père entrer dans mon allée. Oui, ce même tas de ferraille qu'il conduit depuis 12 ans, depuis que j'ai quitté la maison. Sauf que maintenant, on dirait qu'elle est passée au mixeur. La peinture est écaillée. Il y a de la rouille sur les portières. Et je jurerais qu'un des phares est maintenu avec du ruban adhésif. 5 personnes en sortent. Maman, papa, ma sœur Camille avec son mari. Je ne connais son visage que grâce à ses publications sur Facebook. Et mamie. Ils sont tous blottis les uns contre les autres comme s'ils planifiaient un hold-up, chuchotant et regardant ma maison comme si elle allait les mordre. Je m'appelle Chloé, au fait, j'ai 30 ans et apparemment, j'ai assez de succès pour que ma famille veuille soudainement me parler. C'est drôle comme ça marche, non? Ils sont maintenant sur mon perron, se regardant comme si personne ne voulait sonner. Camille n'arrête pas de tripoter son sac à main. Maman se lisse les cheveux et papa fixe ma porte d'entrée comme si elle était écrite en langue étrangère. Seule mamie a l'air normale, mais en même temps, elle est venue de nombreuses fois. Je pourrais ouvrir la porte tout de suite, mais honnêtement, je veux les laisser mariner un peu. Ils m'ont fait attendre 12 ans. Ils peuvent bien attendre quelques minutes de plus. Pendant qu'ils tiennent leur petite conférence sur le perron, mon esprit retourne à l'origine de tout ce désordre. J'étais juste une enfant quand je suis tombée amoureuse de la cuisine. J'avais peut-être 7 ou 8 ans, je passais mes week-ends chez mamie pendant qu'elle m'apprenait à tout faire, des sablés maison aux financiers aux amandes à vous faire pleurer tellement ils étaient bons. Chaque week-end, c'était la même routine. J'arrivais le vendredi après l'école et le dimanche soir, mamie et moi avions préparé assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Bœuf bourguignon, pain frais, tarte, gratin, tout ce que vous voulez. Puis je rentrais chez moi et j'essayais de tout recréer pour ma famille. Au début, maman et papa trouvaient ça mignon. Oh, regarde. La petite Chloé joue encore à la chef, disait-il quand je leur présentais des madeleines un peu difformes ou un gâteau qui n'avait pas bien levé. Mais j'ai persévéré, je me suis amélioré. Au lycée, je préparais le dîner pour toute la famille la plupart des soirs. Non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que j'adorais ça. J'adorais l'odeur de la cuisine quand l'ail frémissait dans l'huile chaude. J'adorais voir la farine et les œufs se transformer en quelque chose d'incroyable. J'adorais voir le visage des gens quand ils prenaient la première bouchée de quelque chose que j'avais préparé. J'étais doué, en plus. Vraiment doué. Le lycée me demandait toujours de faire des gâteaux pour les kermesses et les fêtes de fin d'année. Les autres élèves se battaient littéralement pour mes gâteaux au chocolat. Les professeurs m'interceptaient dans le couloir pour me demander mes recettes. J'ai gagné tous les concours de cuisine organisés par le lycée. Mais mes parents, eux, se contentaient de rire. N'importe quelle femme sait cuisiner, Chloé, disait papa chaque fois que je m'enthousiasmais pour une nouvelle recette que j'avais maîtrisée. Ce n'est pas spécial. Tu as besoin d'une vraie carrière, quelque chose de respectable. Et pourquoi pas médecin, intervenait maman. Ou professeur. Ce sont de bons métiers pour les femmes. La phrase préférée de papa concernait Camille. Ma sœur, de 3 ans mon aînée, qui avait décidé de faire une école de commerce. Regarde ta sœur, disait-il au moins une fois par semaine. Elle va gagner beaucoup d'argent, avoir une vraie carrière. Tu devrais suivre son exemple. La pression s'est accentuée à l'approche du bac. Chaque conversation au dîner se transformait en sermon sur mon avenir. Papa énumérait toutes ses carrières acceptables, médecin, avocate, ingénieur, professeur, financière, comme s'il lisait un manuel sur la manière de ne pas faire honte à sa famille. J'aurais honte de dire aux gens que ma fille aînée est financière et que ma cadette est juste une cuisinière, a-t-il dit un jour. Je n'oublierai jamais ça, juste une cuisinière. Comme si ce que j'aimais faire était sans valeur. Tous nos amis et notre famille se moqueraient de nous, a ajouté maman. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Mais je savais ce que je voulais. Pendant qu'il s'occupait de planifier ma vie à ma place, j'ai secrètement postulé dans une grande école de gastronomie. Quand la lettre d'acceptation est arrivée avec une offre de bourse partielle, mes mains tremblaient en l'ouvrant. 30% des frais de scolarité. Je pouvais m'en sortir si je trouvais un travail. J'ai attendu que nous soyons tous assis à table.
Maman servait son pain de viande sec et ses légumes trop cuits pour annoncer la nouvelle. J'ai été accepté dans une école de gastronomie, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Ils m'ont accordé une bourse partielle. Le silence était assourdissant. La fourchette de papa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Maman me fixait comme si je venais d'annoncer que je rejoignais le cirque. Puis l'enfer s'est déchaîné. Absolument pas, papa a frappé du poing sur la table si fort que les verres d'eau ont sursauté. Nous ne paierons pas pour que tu gâches ta vie à jouer à la dinette. Chloé, ma chérie, sois raisonnable. La voix de maman avait ce ton faussement mielleux qu'elle utilisait quand elle était furieuse. Ce n'est qu'une passade. Ça te passera. Je ne paierai pas pour ça, a continué papa. Pas un centime. Si tu veux gâcher ta vie, tu le fais à tes propres frais. Si tu t'inscris à cette école, tu es dehors, a-t-il ajouté. Je ne veux pas que tu fasses honte à cette famille. Camille était assise là, mangeant sa salade, sans dire un mot. Ma propre sœur, pour qui j'avais préparé d'innombrables repas, qui avait mangé mes gâteaux en me disant qu'ils étaient incroyables, restait là, comme si cela ne la concernait pas. C'est là que j'ai su que c'était fini. J'ai regardé autour de la table ces gens qui étaient censés m'aimer et me soutenir, et qui, au lieu de ça, essayaient de briser le seul rêve que j'ai jamais eu. Et j'ai fait mon choix. Je n'ai même pas fini mon dîner. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Cette nuit-là, j'ai donc fait mes bagages et je suis allé directement chez mamie. Elle m'attendait avec une tasse de chocolat chaud et une assiette de ces fameuses madeleines, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Je peux t'aider pour la première année, a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué, mais après ça, je ne pourrai t'envoyer qu'un peu d'argent de temps en temps pour des petites choses. Ma pension n'est pas très élevée, ma chérie. Je l'ai serré si fort que je lui ai probablement fêlé une côte. C'est plus que suffisant, mamie. Merci. La bourse partielle couvrait 70% des frais de scolarité, donc je n'avais que 30% à payer. Plus les frais de subsistance, les livres, tout ça. J'ai fait le calcul dans ma tête. Il me fallait un travail, et vite. 3 jours plus tard, je suis entré dans le bistrot chez Antoine, en centre-ville. Le propriétaire, un vieux moustachu bourru nommé Antoine, m'a toisé de la tête aux pieds comme si j'essayais de lui vendre une encyclopédie. T'as déjà travaillé dans une vraie cuisine, petite, a-t-il demandé. Je cuisine depuis l'âge de 7 ans, ai-je répondu. Je peux préparer tout ce dont vous avez besoin. Il m'a tendu un tablier. Montre-moi. 2 heures plus tard, après avoir préparé sa sauce tomate maison et une fournée de pain à l'ail qui a fait saliver tout le personnel, Antoine m'a serré la main. Tu commences lundi à temps partiel, mais la paie est correcte pour une étudiante. C'est ainsi que j'ai passé les 4 années suivantes. Les cours la journée, le travail le soir, et j'étudiais dès que je pouvais. Antoine s'est avéré être un mentor incroyable qui m'a tout appris sur la gestion d'une cuisine de restaurant. Il était dur comme fer, mais juste, et il écoutait vraiment mes idées au lieu de les balayer d'un revers de la main. Pendant ce temps, mes parents et Camille agissaient comme si j'étais morte. Pas un seul appel, SMS, carte d'anniversaire, rien. La seule façon de savoir ce qui se passait dans leur vie était par mamie, qui me tenait au courant lors de nos appels hebdomadaires. Camille s'est fiancée, m'a dit mamie pendant ma 2e année. Il prévoit un grand mariage pour l'été prochain. C'est bien, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser transparaître la douleur que ma propre sœur n'ait pas pris la peine de me le dire elle-même. Elle et son fiancé ont lancé une sorte de cabinet de conseil, a continué mamie. Ton père est très fier. Bien sûr qu'il l'était. Camille suivait le plan familial approuvé, carrière respectable, mari prospère, tout le package. Et moi, j'étais là, leur fille décevante, apprenant à faire des risottos et des soufflés parfaits qui ne les impressionneraient jamais. Le mariage a eu lieu pendant ma 3e année. Je l'ai appris par une publication Facebook que Camille avait oublié de me cacher. Il y avait des photos de toute la famille. Tout le monde était sur son 31 et souriant. Maman dans une élégante robe bleue. Papa, l'air fier dans son plus beau costume. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Et moi, non invité. Ils ne pouvaient même pas faire semblant de vouloir leur fille cuisinière là, à les embarrasser devant leurs amis. Ça m'a fait plus mal que je ne veux l'admettre. Mais vous savez quoi? J'ai continué. Je me suis jeté à corps perdu dans mes études et mon travail. En dernière année,
je dirigeais pratiquement la cuisine d'Antoine les soirs de grande affluence. Les autres cuisiniers venaient me poser des questions et Antoine a commencé à me laisser créer de nouveaux plats pour le menu. Le jour de la remise des diplômes est arrivé et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, mes parents voudraient être là. Par l'intermédiaire de mamie, je leur ai envoyé une invitation. J'ai même inclus un petit mot pour leur dire à quel point c'était important pour moi. Comment j'avais travaillé si dur pendant 4 ans pour arriver à ce moment. Seule mamie est venue. Elle était assise au premier rang, les larmes aux yeux, quand ils ont appelé mon nom. Chloé Martin, diplômée avec la mention très bien et les félicitations du jury en art culinaire. J'ai traversé cette scène en sachant que j'avais mérité chaque pas, mais toujours stupéfaite que mes propres parents n'aient pas pris la peine de s'en soucier. Après la cérémonie, mamie et moi sommes allés dîner. Juste nous deux, célébrant dans ce petit bistrot qu'elle adorait. Je suis fière de toi, a-t-elle dit devant une tarte et un café. Tu as suivi ton cœur, et regarde ce qui est arrivé. Merci, mamie, pour tout. Tes parents sont des idiots, a-t-elle dit doucement. Ils ne savent pas ce qu'il manque. C'est là que j'ai décidé que j'avais fini d'essayer de les convaincre. Fini d'espérer qu'ils réaliseraient soudainement qu'ils avaient tort à mon sujet. Fini d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'avais une vie à construire et j'allais le faire sans eux. Antoine m'a offert un poste à temps plein juste après mon diplôme. Meilleur salaire, plus de responsabilités, la chance de vraiment montrer ce que je pouvais faire. Mais j'avais de plus grands projets qui germaient dans ma tête. Je veux essayer quelque chose, lui ai-je dit un jour alors que nous nettoyions après le coup de feu du soir. Et si on faisait des vidéos de moi en train de cuisiner? Genre, montrer aux gens comment faire les plats de ton menu? Antoine s'est gratté la tête. Des vidéos pourquoi? YouTube. C'est un site web où les gens regardent des vidéos sur tout. Les vidéos de cuisine deviennent très populaires. Il a haussé les épaules. Ça ne coûte rien d'essayer, je suppose. Tant que ça n'interfère pas avec ton travail. J'ai donc commencé à filmer ces simples vidéos de cuisine dans la cuisine d'Antoine après les heures de service. Rien d'extraordinaire, juste moi préparant des pâtes ou montrant comment obtenir une saisie parfaite sur un steak. Je racontais des blagues en cuisinant, je partageais des histoires de désastres culinaires que j'avais eus à l'école, je gardais un ton léger et amusant. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais les gens ont commencé à regarder, puis à s'abonner, puis à laisser des commentaires demandant des recettes ou des techniques spécifiques. En 6 mois, j'avais quelques milliers d'abonnés et je gagnais un peu d'argent grâce aux publicités. Ce truc d'internet pourrait bien marcher pour toi, a dit Antoine, en regardant le nombre de vues grimper. Mais la vraie percée est venue quand Antoine a commencé à parler de prendre sa retraite. Il avait 70 ans, dirigeait le restaurant depuis 30 ans et voulait passer plus de temps avec ses petits-enfants. J'ai réfléchi, a-t-il dit un mardi après-midi calme. Tu veux racheter l'endroit quand je serai prêt à vendre? Je te ferai un prix juste. Mon cœur s'est arrêté. Posséder mon propre restaurant. C'était tout ce dont j'avais rêvé, mais que je n'aurais jamais cru possible si tôt. On parle de combien, ai-je demandé. Quand il m'a donné le chiffre, j'ai failli m'étouffer. C'était beaucoup d'argent, plus que ce que j'avais économisé. Mais ce n'était pas impossible. Si je continuais à vivre modestement, à économiser chaque centime, peut-être en prenant un prêt. Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Mais je connaissais déjà ma réponse. J'allais y arriver. Quoi qu'il en coûte. 5 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour économiser assez d'argent pour acheter le restaurant d'Antoine. 5 ans à manger des pâtes, à faire mes achats dans des friperies et à mettre chaque euro supplémentaire sur mon compte d'épargne. J'ai aussi dû contracter un prêt bancaire assez conséquent. Mais entre mes économies et le prêt, j'avais enfin assez. Le jour où Antoine m'a remis les clés, j'ai littéralement pleuré. J'étais là, à 28 ans, propriétaire de mon propre restaurant. Prends ça, papa, et ton discours sur les carrières respectables. Tu vas faire de grandes choses avec cet endroit, a dit Antoine en me tapotant l'épaule. Je le sens. Et vous savez quoi? Il avait raison. Je me suis investi dans la gestion de ce restaurant comme si ma vie en dépendait. Mais j'ai aussi continué à développer ma chaîne YouTube, en postant des vidéos plus régulièrement maintenant que j'avais ma propre cuisine pour filmer. C'est là que j'ai eu cette idée. Au lieu de me filmer seul en train de cuisiner, et si j'invitais mes clients réguliers? Les laisser raconter leurs histoires pendant que je préparais leurs plats préférés.
La première personne avec qui j'ai essayé était Madame Dubois, une adorable vieille dame qui venait tous les mardis pour ma blanquette de veau. Elle était hésitante au début, mais une fois que je l'ai fait parler de son enfance en Provence et de la façon dont la nourriture lui rappelait sa mère, elle s'est complètement ouverte. Ma mère faisait des ravioles tous les dimanches, a-t-elle dit pendant que je pétrissais la pâte devant la caméra. Toute la famille s'asseyait autour de la table pour les farcir ensemble. Ça prenait des heures, mais personne ne se plaignait parce qu'on savait à quel point ce serait délicieux. J'ai montré aux spectateurs, étape par étape, comment faire les ravioles, mais c'est l'histoire de Madame Dubois qui a vraiment touché les gens. Les commentaires ont afflué, parlant des propres souvenirs culinaires familiaux des gens, de la façon dont la cuisine les avait réunis avec leurs proches. Cette vidéo a obtenu plus de vues que tout ce que j'avais jamais posté, alors j'ai continué. Chaque semaine, je filmais avec un client régulier différent. Il y avait Jean, l'ouvrier du bâtiment, qui commandait toujours mes sandwichs au steak frites et racontait des histoires hilarantes sur son travail. Marie, la mère célibataire qui adorait mes lasagnes et parlait de cuisiner avec ses enfants. François, le professeur à la retraite qui venait pour une soupe à l'oignon et partageait sa sagesse sur la vie. Chaque vidéo montrait aux gens comment préparer des plats de qualité restaurant à la maison sans se ruiner. Mais il s'agissait surtout des histoires, de la façon dont la nourriture nous relie tous. Mon nombre d'abonnés a commencé à grimper rapidement. 10 000, puis 50 000, puis plus de 100 000. Je gagnais pas mal d'argent avec les publicités YouTube. De plus, le restaurant marchait mieux que jamais parce que les gens venaient après avoir vu les vidéos. Puis je me suis étendu sur Instagram et TikTok, en postant des clips plus courts et des contenus en coulisses, des astuces de cuisine, des ratés en cuisine, du contenu sur ma vie quotidienne. Internet a tout adoré. Un mardi ordinaire, j'étais en pleine préparation quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai quand même répondu. « Est-ce que je parle à Chloé Martin ?» a demandé la voix. « Oui, c'est moi. Ici Jeanne Valois de la chaîne Gourmande. Nous avons regardé vos vidéos en ligne et nous aimerions vous parler d'une éventuelle émission de télévision. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. « Vous êtes sérieuse ?» Jeanne a ri. « Très sérieuse. Votre format est exactement ce que nous recherchons. De vraies personnes, de vraies histoires, une cuisine accessible. Seriez-vous intéressé par une réunion ? 3 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence chic à Paris, présentant mon idée d'émission à une salle pleine de cadres. Ils ont adoré le concept de mettre en vedette des gens ordinaires et leurs plats réconfortants préférés, en apprenant aux téléspectateurs à préparer des repas de qualité restaurant à la maison sans se ruiner. Nous aimerions commencer par quelques épisodes pilotes, a expliqué Jeanne. Voir comment ils fonctionnent, obtenir des retours des téléspectateurs. Si ça se passe bien, nous vous proposerons un contrat de plusieurs années. Les épisodes pilotes ont été un succès. De meilleures audiences que prévu. Des tonnes de retours positifs des téléspectateurs. Les réseaux sociaux qui bourdonnaient à propos de l'émission. 6 mois plus tard, j'ai signé un contrat de 3 ans avec la chaîne Gourmande pour ma propre émission hebdomadaire intitulée Les histoires de cuisine de Chloé. Soudain, je ne cuisinais plus seulement pour mes clients réguliers. J'avais des célébrités qui appelaient pour être dans l'émission. Des athlètes, des acteurs, des musiciens, des politiciens, tout le monde avait un plat réconfortant préféré et une histoire à raconter. Le premier invité célèbre était un joueur de Ligue 1 qui voulait que je fasse le clafoutis aux cerises de sa grand-mère. Puis une actrice de théâtre célèbre à qui le bœuf bourguignon de sa mère manquait. Un sénateur qui avait une envie folle de la tarte tatin de sa femme. À chaque épisode, je cuisinais leur plat spécial pendant qu'ils partageaient des souvenirs et des histoires sur la raison pour laquelle cette nourriture comptait pour eux. L'émission a été un immense succès. Mon restaurant est devenu cet endroit incontournable où les gens espéraient croiser des célébrités ou peut-être être choisis pour un futur épisode. J'ai dû embaucher plus de personnel juste pour suivre la demande. Avec l'argent de la télévision qui rentrait, j'ai finalement acheté la maison de mes rêves. Et quand je dis maison de mes rêves, je veux dire que c'était tout ce que j'avais jamais imaginé. Des pièces immenses, des plafonds hauts, une cuisine plus grande que tout mon premier studio. Des appareils électroménagers de qualité professionnelle, un îlot central massif pour la préparation, des fenêtres donnant sur un magnifique jardin. L'arrière-cour avait une piscine et assez d'espace pour organiser des fêtes pour 50 personnes. Chaque pièce était décorée exactement comme je le voulais. Pas de compromis, pas de demi-mesure, mais la cuisine était le vrai clou du spectacle. Des comptoirs en granit,
tout le matériel haut de gamme, assez d'espace pour toute une équipe de tournage quand la chaîne gourmande voulait tourner des épisodes chez moi. J'ai fait installer un mur juste pour les photos avec toutes les personnes célèbres qui étaient passées dans mon émission. J'ai aussi continué à écrire. J'ai publié 3 livres de cuisine qui sont devenus des best-sellers. J'ai commencé à donner des ateliers de cuisine caritatifs pour les enfants de l'aide sociale, leur enseignant les bases et leur montrant que la nourriture pouvait être une source de joie et de créativité, pas seulement de survie. La vie était belle, plus que belle. En fait, j'avais du succès, j'étais financièrement stable, je faisais un travail que j'aimais, j'aidais les gens. Tout ce que mes parents disaient que je n'atteindrais jamais en étant juste une cuisinière. 12 ans après avoir quitté leur maison avec rien d'autre qu'une valise et un rêve, j'étais la preuve vivante qu'ils avaient eu tort sur toute la ligne. Puis un jour, mamie a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. « Tes parents veulent te voir », a-t-elle dit. « Ils m'ont demandé ton adresse. Ils ont dit qu'ils avaient quelque chose d'urgent à discuter. » Une partie de moi voulait raccrocher sur le champ, mais la curiosité l'a emporté. « Dis-leur qu'ils peuvent venir », ai-je dit. Je préparais le dîner. Nous revoilà donc au moment présent. Ma famille est sur mon perron depuis 10 minutes maintenant, chuchotant toujours comme s'ils planifiaient un braquage de banque. Il est temps de mettre fin à leur supplice. J'ouvre la porte avant qu'ils ne puissent sonner. L'expression sur leur visage est inestimable, comme s'ils avaient vu un fantôme. « Bonjour tout le monde », dis-je en m'écartant pour les laisser entrer. « Entrez donc. » Ils passent devant moi dans mon hall d'entrée et je regarde leurs yeux s'écarquiller en découvrant les sols en marbre, le lustre en cristal, l'escalier majestueux. La bouche de maman est littéralement bée. Je les conduis à travers la maison, pièce par pièce, observant leur visage tout le temps. Le salon avec son immense cheminée et ses baies vitrées. La salle à manger qui peut accueillir 12 personnes. La bibliothèque avec ses étagères intégrées et son échelle roulante. Mais le vrai clou du spectacle, c'est la cuisine. Quand nous y entrons, papa s'arrête net. C'est ici que je filme mon émission de télé parfois, j'explique en passant la main sur l'îlot en granit. La chaîne gourmande adore tourner ici parce que la lumière est parfaite. Je désigne le mur de photos. Ce sont quelques-unes des célébrités qui sont venues dans mon émission. Camille ne peut plus se contenir. Chloé, c'est incroyable. Je n'avais aucune idée que ta maison était si magnifique. Maman fixe la cuisinière de qualité professionnelle comme si elle était en or. Nous t'avons vu à la télévision, dit-elle doucement. Nous avons aussi acheté tous tes livres de cuisine. Nous sommes si fiers que notre fille soit devenue une personne si célèbre. Fiers. Maintenant, ils sont fiers. 12 ans trop tard, mais bien sûr, maintenant ils sont fiers. Nous nous asseyons pour dîner dans ma luxueuse salle à manger. J'avais préparé tous leurs anciens plats préférés, bœuf bourguignon, purée de pommes de terre, haricots verts, petit pain maison, la totale. Je me suis dit que s'ils voulaient parler, autant le faire autour d'un bon repas. Papa prend une bouchée du bœuf et ferme les yeux. Mon Dieu, Chloé, c'est délicieux. Je savais que tu deviendrais quelqu'un de spécial. Je disais tout le temps aux gens à quel point ta cuisine était bonne. C'était un mensonge total et complet. Il disait aux gens que je gâchais ma vie à jouer à la dinette. Nous devons réparer notre relation, intervient maman. Nous sommes une famille. La famille doit rester unie. Seule mamie reste silencieuse pendant toute cette comédie de réunion. Elle est venue chez moi des dizaines de fois au fil des ans, n'a jamais perdu le contact avec moi, donc rien de tout cela ne l'impressionne. Elle mange simplement son dîner et regarde le spectacle. Finalement, je n'en peux plus de ce baratin. Alors, de quoi vouliez-vous vraiment parler? Je demande directement à maman. Elle jette un coup d'œil à papa, puis à Camille, comme s'ils avaient répété cette partie. Eh bien, ma chérie, ta sœur a des problèmes financiers. Son entreprise a des difficultés et ils ont des dettes importantes. Voilà. La vraie raison de cette joyeuse réunion de famille. Quel genre de problème? Je demande. Camille prend la parole pour la première fois depuis que nous sommes assis. Nous pourrions tout perdre. L'entreprise, notre maison, tout. Nous devons plus de 200 000 € à des créanciers. Maman tend la main sur la table comme si elle allait prendre la mienne. Nous espérions que tu pourrais nous aider. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je me penche en arrière sur ma chaise et je regarde autour de la table. Ces gens qui ne m'ont pas parlé depuis 12 ans,
qui ne m'ont pas invité au mariage de Camille, qui n'ont jamais appelé une seule fois pour me féliciter de mes succès, me demandent maintenant de l'argent. Vous n'avez pas pensé à moi pendant 12 ans, dis-je calmement. Jamais un appel, jamais un SMS, jamais une carte d'anniversaire. J'ai appris le mariage de Camille par mamie parce que vous ne vouliez pas que votre fille cuisinière vous embarrasse devant vos amis. Chloé, tout ça, c'est du passé, dit maman rapidement. Nous devons aller de l'avant. Repartir à zéro. Non, dis-je en me levant. Je n'avancerai pas avec vous. Je veux que vous partiez tous, maintenant. Le silence est assourdissant. Le visage de papa devient rouge comme quand j'étais enfant et que je faisais quelque chose qu'il n'aimait pas. Tu nous as invités ici juste pour nous humilier, demande-t-il, la voix de plus en plus forte. Je vous ai invité ici pour que vous puissiez voir exactement ce que j'ai accompli sans vous, je réponds. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand quelqu'un suit ses rêves au lieu de répondre aux attentes des autres. Camille se met à pleurer. Chloé, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. Vous auriez dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour faire partie de cette famille. Maman essaie une dernière fois. Nous avons fait des erreurs, mais nous essayons de réparer les choses. La seule personne qui reste pour le dessert, c'est mamie, dis-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. Les autres, vous devez partir. Ils argumentent encore quelques minutes, mais finissent par abandonner et partir. Je les regarde par la fenêtre remontée dans cette Clio déglinguée, se disputant probablement pour savoir à qui était la faute. Mamie et moi retournons dans la salle à manger et finissons notre repas dans un silence confortable. Puis j'apporte le gâteau au chocolat que j'avais fait spécialement pour elle. Tu as bien fait, dit-elle enfin. Ne réintègre pas dans ta vie les gens qui t'en ont exclu. Et vous savez quoi? Elle a absolument raison. J'ai passé 12 ans à leur prouver qu'ils avaient tort. À construire une carrière qu'ils disaient sans valeur. À réussir en faisant exactement ce qu'ils m'avaient dit que je ne ferais jamais rien. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je n'ai pas besoin de leur acceptation, de leur fausse fierté ou de leur désir soudain de faire partie de ma vie maintenant que j'ai de l'argent. J'ai mon travail, mon restaurant, mon émission de télévision, mes livres. J'ai les enfants à qui j'enseigne la cuisine chaque mois, leur montrant que la nourriture peut être un art, une joie et un lien. J'ai une vie que j'ai construite à partir de rien, exactement comme je la voulais. Et j'ai mamie, qui a cru en moi depuis le premier jour et n'a jamais cessé de le faire. Ces jours-ci, je passe beaucoup de temps avec elle. Elle vieillit, a besoin de plus d'aide, et je veux m'assurer qu'elle sait à quel point elle compte pour moi. Elle est la seule famille dont j'ai besoin. Mes parents et Camille, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis ce dîner. Et je ne m'attends pas à en avoir. Ils ont fait leur choix il y a 12 ans, et j'ai fait le mien ce soir-là.